Vous êtes la bienvenue dans cette dernière séance du cours blockchain, dans lequel on va découvrir deux concepts qui sont très importants, le Web3 et les dApps, Decentralized Apps, ça veut dire les applications décentralisées. On a en quelque sorte brièvement introduit ce concept lors de la dernière séance, mais à travers ce TP-là, en quelque sorte, on va bâtir notre première dApps, notre première application décentralisée, et au passage, on va découvrir ce que c'est le Web3 et comment ça fonctionne. Mais avant de passer à l'acte, donc j'aimerais continuer notre découverte du langage Solidity qu'on a vu l'autre jour. Si vous vous rappelez bien, on a écrit un premier smart contract qui enregistre et affiche un message, mais on l'a déployé juste localement dans le browser d'une façon virtuelle. Mais il y a bien sûr une deuxième façon de faire les choses, c'est qu'on peut faire appel à des réseaux de tests sur lesquels on peut déployer nos smart contracts. Ces réseaux de tests sont des réseaux publics qui sont des réseaux parallèles au réseau Ethereum principal, mais qui sont des réseaux dédiés pour tester les applications. On peut par exemple déployer notre smart contract dans ce blockchain-là de test et voir est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça ne fonctionne pas. Donc ces réseaux-là, c'est des réseaux globaux à l'échelle internationale qui sont bien sûr, qui héritent les mêmes caractéristiques du réseau Ethereum principal, à savoir ils sont transparents, immutables, et bien sûr c'est des réseaux décentralisés. Bien sûr, quand on développe une application ou un smart contract, normalement il y a plusieurs façons pour déployer et plusieurs stratégies pour déployer le smart contract. On utilise la façon qu'on a vue dans la dernière séance, à savoir déployer le smart contract juste virtuellement au sein du browser. La deuxième façon, c'est d'installer une blockchain localement et de la configurer, à savoir installer le client Ethereum localement, par exemple Get, il y a un client qui s'appelle Get. On peut l'installer sur notre machine, le configurer, de telle façon on va créer une private blockchain, une blockchain privée, vers laquelle on peut déployer nos smart contracts. On peut aussi installer un outil qui s'appelle Ganache, qui peut en quelque sorte émuler une blockchain localement, sans se connecter bien sûr au réseau international blockchain. Mais ce qui est plus important, c'est les deux options qui restent, c'est testnet et le mainnet. Ça veut dire c'est les réseaux publics qui sont déployés à l'international, que personne ne contrôle, et vers lesquels il vaut mieux quand on déploie le non-smart contract. Typiquement, on déploie le smart contract qui vient d'être développé dans un testnet, et une fois il est validé, les tests sont validés, donc on peut facilement migrer vers le main network ou le réseau principal. Je rappelle toujours que le réseau principal, c'est un réseau payant, donc toutes les actions qui sont entreprises sur le réseau mainnet, que ce soit pour Bitcoin, que ce soit pour Ethereum, c'est des réseaux payants, donc on doit payer des frais en dollars. Par contre, le testnet, c'est juste une émulation, donc on peut facilement les utiliser sans avoir à perdre de l'argent ou dépenser de l'argent. Et donc, bien sûr, dans ce TP-là, on va se connecter au testnet d'Ethereum et on va déployer notre smart contract qu'on a vu l'autre jour sur ce réseau-là. Et bien sûr, pour se connecter à ces réseaux-là de test, on doit avoir des outils qui permettent de lier le browser parce qu'on va déployer le contrat à partir de Remix, l'éditeur qu'on a vu l'autre jour. Et donc, pour permettre cette connexion entre le browser et le réseau Ethereum, on aura besoin d'installer ce plugin-là. C'est un plugin qui s'appelle MetaMask. Donc, je vais rapidement faire la manipulation pour vous démontrer comment ça fonctionne. Donc tout d'abord, on doit se rendre sur le site web de MetaMask, donc il suffit de faire une recherche sur Google pour la voir. On accédera au site web officiel pour télécharger bien sûr ce plugin-là. Donc il va nous offrir le plugin adéquat à notre browser, donc automatiquement on va télécharger bien sûr ici, il nous demande install MetaMask for Chrome parce que j'utilise Chrome. Donc il va nous rediriger vers le Chrome Store. Donc
automatiquement, on va l'installer. Si vous utilisez Firefox ou n'importe quel browser, la manipulation il est même. C'est-à-dire, on va être redirigé vers le store correspondant à notre browser. On va attendre que ça se télécharge. Une fois téléchargé, donc on va procéder à l'installation. Et donc on doit configurer le wallet qui est proposé par MetaMask. Donc on va créer un nouveau compte. C'est très facile à réaliser. Donc on va choisir un mot de passe. On doit se rappeler de ce mot de passe parce que c'est le mot de passe qui est utilisé par MetaMask pour protéger nos comptes. Donc à chaque fois, il va nous le redemander. Ici, on doit se rappeler de ces mots-là parce que ces mots-là, c'est en quelque sorte, c'est ce qu'on appelle les seeds. C'est la base qui sera utilisée pour générer nos clés privées. Donc on doit, par exemple, il va nous le redemander après, donc on doit la stocker quelque part, par exemple ici. Et ensuite, je fais un next, donc je vais écrire le même, le même succession des mots, donc track, par exemple dans artefact. Normalement, je ne dois pas vous montrer ces sites-là parce que si vous les connaissez, vous pouvez accéder au même wallet. Mais bien sûr, ici, on est en train de bien sûr juste faire un test. Donc, c'est pas grave, tente un mot. Ok, rocket, deep. Ok, donc il va confirmer congratulations. Donc, ça, on a configuré MetaMask, donc il est prêt à être utilisé. Et on va découvrir comment peut-on l'utiliser pour bien sûr accéder aux différents réseaux qui sont offerts par la blockchain. Donc, une fois installé, on aura cette icône-là d'un renard qui représente. Si on clique dessus, donc on aura l'interface MetaMask. Donc ça représente ici, bien sûr, MetaMask c'est à la fois un connecteur à la blockchain, aux différents types de blockchain, mais à la fois c'est aussi un wallet, c'est-à-dire il va représenter un compte et les informations associées, à savoir l'adresse et le solde. Donc, automatiquement, il va me générer un compte. Voici l'adresse. Si vous vous rappelez bien, on a vu que Ethereum associe à chaque compte une adresse, cryptographique. Et donc, moi, par exemple, dans ce compte-là, j'ai déjà reçu 5 Ethers. Bien sûr, on va voir comment je les ai eus. Et donc, bien sûr, sur MetaMask, déjà, pour configurer, on choisit quel réseau on veut utiliser, soit par exemple utiliser le réseau principal, soit utiliser les différents types de réseaux de test, donc il y en a 4. Sinon, on peut aussi connecter MetaMask à un réseau local de blockchain, comme j'ai dit, si jamais on déploie, on met en place un réseau local privé, on peut aussi indiquer directement l'adresse du nœud auquel on veut se connecter. Normalement, MetaMask il vient avec un certain nombre de nœuds qui sont configurés auxquels ils se connectent pour nous fournir le service. Par exemple, si on indique le réseau de test Ropsten, c'est un réseau de test, comme j'ai dit, public, automatiquement MetaMask il a ses propres nœuds vers lesquels il va se connecter pour nous fournir le service, à savoir l'accès à la blockchain. Donc nous, on va choisir, comme j'ai annoncé au début, un réseau de test qui est public, qui s'appelle Ropsten. Et donc, normalement, au début, lorsque vous allez créer votre compte, vous aurez 0 Ether, donc parce que c'est un compte vierge. Mais pour l'alimenter, on peut accéder à ce qu'on appelle les faucets. C'est des sites web qui nous donnent la possibilité de... Bien sûr, j'ai mis ici le lien. C'est des sites web qui peuvent nous alimenter, nos comptes par des Ethers qui n'ont pas de valeur, bien sûr, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un réseau de test, c'est pas un réseau principal. Donc, les Ethers, on peut pas, dans ces réseaux-là de test, on ne peut pas les vendre, les acheter. Normalement, Ether actuellement vaut à peu près plus que 1000 $. Bien sûr, sur le réseau mainnet, mais sur les réseaux de test, ils ne valent bien sûr rien parce que c'est juste des Ethers de test.
Donc je peux indiquer mon adresse, par exemple ici, je peux prendre, une fois que je clique ici, je peux copier mon adresse. Donc une fois je colle mon adresse et je clique sur Send to, automatiquement ce site web là, bien sûr, va m'envoyer des coins. Là, il m'indique une erreur parce que j'ai déjà demandé des Ethers de test plusieurs fois, donc il me les a refusés. Normalement, si vous mettez votre adresse ici, vous aurez bien sûr, vous recevrez les Ethers de test et vous indiquera aussi l'identifiant des transactions qui vous ont été envoyées. Donc ce site web là va alimenter, comme j'ai dit tout à l'heure, notre wallet avec des Ethers. Et on aura besoin de ces Ethers là parce que, comme j'ai dit, dans le réseau de test, on va faire des opérations, mais les opérations sont payantes. Bien sûr, elles sont payantes avec des Ethers qui n'ont pas une valeur, contrairement au réseau Mainnet. Mais c'est les règles du protocole. Donc on ne peut faire des opérations sur le réseau si on ne dispose pas de ces Ethers. Donc une fois on a créé notre wallet et on l'a alimenté avec les Ethers, donc sur Remix, on peut connecter bien sûr cet outil-là à ce wallet-là pour bien sûr pour nous permettre la possibilité d'envoyer le code vers la blockchain de test. Donc voici le code qu'on a vu l'autre jour, c'était ça, Hello World, c'était ça notre smart contract. On l'a déployé, je vous rappelle l'autre fois, juste localement sur bien sûr un système virtuel sur le browser lui-même. Mais là, on va bien sûr compiler et après déployer notre smart contract, non pas juste dans un environnement virtuel, mais sur une blockchain qui est publique. L'autre jour, on a utilisé JavaScript VM. Cette fois, on va utiliser Injected Web3 pour détecter MetaMask. Le voici. Automatiquement, il va demander l'accès, donc on va l'autoriser aussi. On va connecter MetaMask avec Remix. Là, il est connecté. Si vous voyez ici, voici mon compte avec les 5 Ethers. Donc, normalement, là, on a un Remix qui est connecté directement à mon MetaMask, à mon wallet de MetaMask. Et donc, si je déploie, le déploiement ne sera pas sur une machine virtuelle qui est virtualisée sur mon browser, mais là, on va vraiment créer une transaction et envoyer le smart contract vers la blockchain publique. Donc, c'est ce qu'on va faire sans retarder. Donc, je vais déployer. Déjà, le choix ici du contrat est correct. Donc, je déploie. Il va me demander bien sûr de la confirmation. Donc, ici, je mets quelques informations. Normalement, lui, MetaMask, il est intelligent. Il va remplir les informations nécessaires. Normalement, ça, c'est le coût de cette transaction de déploiement. Je vais confirmer et je vais attendre que la transaction soit bien sûr validée par le réseau parce qu'on l'a vu l'autre jour, une transaction est validée par l'ensemble du réseau, par les validateurs. Et donc, on doit attendre. On peut bien sûr à chaque moment vérifier l'état de cette transaction. Il est pending, c'est-à-dire en attente de validation. Et donc, une fois il est validé, on a une sorte une pop-up qui va indiquer que la transaction a été validée. Et par conséquent, notre contrat a été déployé vers le réseau. Et la voici. Donc, on a la confirmation que la transaction de déploiement a été validée. Et donc, on aura ici, comme dans le cas qu'on a vu l'autre jour de virtualisation, on aura notre smart contract avec l'adresse, bien sûr, l'adresse de déploiement. Comme on l'a vu, chaque adresse déployée aura va créer un compte et aura sa propre adresse. Et c'est remarqué ici, entre parenthèses, on a blockchain, ce n'est pas une VM, ce n'est pas un environnement virtuel. Et donc là, je peux commencer à interagir avec mon smart contract. Et dans vos machines, vous pouvez dans votre remix copier, bien sûr, je vais mettre l'adresse quelque part pour qu'elle soit bien sûr accessible. Par exemple ici, je vais mettre mon adresse. Si vous êtes en train de refaire la manip, donc vous pouvez accéder à mon smart contract que je viens de déployer en utilisant ce champ-là, adresse, et vous collez
bien sûr l'adresse de mon contrat, vous allez bien sûr accéder aux informations de mon contrat. À savoir, par exemple, si je mets ici hello, je ne sais pas, world. Donc bien sûr, l'idée c'est de changer cette variable message. Je vais mettre à jour cette variable. Donc à chaque fois, elle va me demander bien sûr d'indiquer les frais de la transaction parce que c'est une transaction de modification de state. Donc je dois payer parce que c'est une opération qui nécessite la validation du réseau. Donc je dois payer les frais au validateur. Donc c'est la même chose, donc je dois attendre que la transaction soit validée. Et donc vous avez remarqué que l'inconvénient dans cette méthode-là, c'est le fait d'attendre que la transaction soit validée à chaque fois. Ce n'est pas comme le cas virtuel, c'est instantané. Et donc là, je peux lire bien sûr les informations. Getter, voici Hello World. Et dans vos remix, si vous utilisez mon contrat et vous demandez Getter, donc ça va vous retourner Hello World. Et vous, à votre tour, vous pouvez changer bien sûr l'information qui a été indiquée. Donc là, l'idée, c'est que on peut, en utilisant Remix, déployer le contrat vers un réseau, bien sûr, de testnet, comme on l'a vu sur cet explorateur-là, c'est un réseau public, donc c'est Ropsten Testnet Network. Donc là, j'ai toutes les informations. Voici le contrat que je viens de créer. Déjà, c'est indiqué Contract Created. J'ai créé un contrat, donc je peux accéder aux informations en ligne. Et bien sûr, voici les transactions que mon contrat a reçues. Et donc, ça, c'est une démonstration que le contrat peut être déployé dans le réseau de test. Et bien sûr, ça va ne pas nous coûter de l'argent réel, mais juste, comme on l'a vu, des Ethers de test. Donc ça, c'est un mécanisme qui est très important. On va le garder parce qu'on va l'utiliser par la suite. Mais à ce niveau-là, on a vu qu'un contrat, on peut le rédiger et par la suite déployer. Et déployer selon le scénario qu'on veut, soit sur un mainnet, soit sur un testnet, soit sur un réseau de test ou un environnement virtuel. Donc, comme on l'a vu, normalement, MetaMask joue le rôle d'un intermédiaire à la fois d'un wallet, plutôt d'une wallet qui va nous générer des clés privées et nous créer des comptes. Et en même temps, ça représente une sorte de bridge, c'est une liaison entre les applications sur le browser et la blockchain Ethereum. Donc on a vu que dans ce cas, on n'a pas utilisé des nœuds, on n'a pas installé des clients, on a juste utilisé directement une extension qui nous a connecté qui nous a connecté au réseau Ethereum. Sauf que dans ce cas, normalement, on a un intermédiaire. On sait que la blockchain, normalement, c'est un système qui passe, c'est un système décentralisé. Mais l'inconvénient secondaire de cette approche-là, c'est qu'on a un intermédiaire qui va prendre nos transactions et les envoyer vers le réseau. Ce n'est pas un envoi direct vers le réseau, chose qui doit être faite normalement. Dans le cas des dApps, on le verra par la suite. On peut, par exemple, avoir un réseau qui est, par exemple, le consortium public. Et au lieu d'utiliser ce type d'extension, on va se connecter directement à notre propre nœud. Et à travers de ce nœud-là, on va communiquer avec le reste du réseau. Donc ça, c'est concernant le déploiement vers le testnet, comme j'ai dit l'autre jour. C'est un mode qui est plus intéressant, qui nous permettra aussi de développer des dApps entre équipes, entre membres d'équipe. Et donc, c'est plus intéressant de connaître que juste d'utiliser un système virtuel local auquel n'accèdent pas les autres développeurs. On va continuer avec des concepts avancés de Solidity. L'autre jour, on a introduit juste quelques concepts de base. Mais là, on va voir quelques concepts qui sont plus avancés. Le premier concept, c'est le constructeur. C'est comme dans le cas des langage orienté objet, on a un constructeur qui représente un contrat, ou comme dans le cas de PO, représente une classe, sauf que ça diffère. C'est que le constructeur, dans le cas d'Ethereum, ou plutôt de Solidity, c'est juste une fonction spéciale qui s'exécute une seule fois. C'est au moment où on déploie
le smart contract dans le réseau Ethereum, que ce soit privé, public, n'importe quel type. Donc l'idée, c'est que c'est une fonction qui s'exécute une seule fois. C'est la première fonction qui s'exécute au contrat lors du déploiement. Et pourquoi c'est intéressant de le savoir? Parce que ce constructeur est généralement utilisé pour initialiser des variables, pour configurer des variables. Et donc, on peut, par exemple, c'est facile bien sûr à coder, donc on utilise juste le mot-clé constructor, et entre parenthèses, on met les arguments, et bien sûr, dedans, on va mettre n'importe quelle manipulation on veut. Par exemple, si on veut, dans ce cas, dans ce schéma-là, je veux initialiser la valeur bien sûr, value. Donc ici, je vais, dans le constructeur, par exemple, initialiser cette valeur value avec cette valeur que j'ai définie comme argument. Donc le constructeur, en quelque sorte, c'est une fonction spéciale qui sert à, entre autres, bien sûr, à initialiser les variables, surtout les variables globales, les states du smart contract. Deuxième concept qu'on a introduit l'autre jour quand on a parlé des types des variables en Solidity, on a introduit le concept des adresses. On a vu qu'en Ethereum, on a le concept des comptes. À chaque compte est associé une adresse. Une adresse, c'est une chaîne alphanumérique codée en hexadécimal sur une longueur de 20 octets. Et donc, pour définir une variable adresse, il suffit bien sûr d'utiliser le mot-clé adresse et donc suivi du nom de la variable. Et pour instancier la valeur, donc on procède ainsi. Il suffit d'utiliser le mot-clé entre parenthèses, on met en place, on indique l'adresse du compte. Par exemple, ici j'ai mis l'adresse de mon compte qui a été créé via MetaMask. Je vais indiquer ici deux types de comptes, par exemple source et destination. On peut par exemple faire des échanges, des transferts entre comptes. On peut aussi indiquer l'adresse du smart contract courant. Pour le faire, parce qu'on ne connaît pas encore, lors du développement, on ne connaît pas encore l'adresse du compte du smart contract. Qu'est-ce qu'on fait? On utilise juste le mot-clé 10 pour indiquer, pour représenter l'adresse qui sera bien sûr générée après le déploiement. Parce qu'en code, bien sûr, comme je dis, on ne connaît pas l'adresse du compte de ce smart contract. Et bien sûr, la différence entre le premier type que j'ai dit, c'est juste un type adresse. Et le deuxième type, c'est un type adresse avec le mot-clé, bien sûr, payable, pour indiquer que cette variable-là, par exemple dans son cas to, peut on peut transférer vers elle des fonds. Et donc, si on indique qu'une variable adresse est de type payable, donc Solidity nous donne la possibilité de faire appel à une fonction qui s'appelle transfert ou à une autre fonction qui s'appelle send pour réaliser des actions de transfert. Dans ce cas, on va réaliser un transfert de 10 way. Donc, way, c'est une valeur ou c'est une unité dans le système d'Ether, on le verra par la suite. C'est comme par exemple je dis dirham, centime, etc. C'est juste une petite unité qu'on utilise dans le cas de Solidity. Sinon, je peux indiquer aussi, le way c'est l'unité par défaut. Sinon, je peux indiquer par exemple 10 Ether ou je peux indiquer l'unité. On verra ça par la suite. Et donc, le fait qu'on a ces deux types-là avec le deuxième type payable nous donne la possibilité d'avoir des fonctions qui agissent bien sûr sur les comptes. Donc on peut avoir soit un transfert d'Ether via, comme j'ai dit, la fonction send, mais la fonction la plus sécurisée, c'est d'utiliser la fonction transfert. Donc une fois, par exemple, cette fonction s'exécute, automatiquement, ce compte-là va recevoir 10 way. Donc automatiquement, on va recevoir ces fonds-là. Donc le contrat peut envoyer des fonds, bien sûr, de ses propres fonds, une partie vers un autre compte. Donc déjà, un contrat peut gérer des fonds et deuxièmement, il peut bien sûr envoyer des fonds vers un autre contrat. Ici, si vous remarquez, on a aussi cette comparaison ici, cette vérification if, donc to balance est inférieur à 10 et contract adresse par exemple balance est supérieur ou égal à 10. Donc qu'est-ce que ça veut dire? On peut
vérifier le solde d'un compte en utilisant l'adresse du compte point balance. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire? Si la balance de le solde de cette adresse-là qui est indiquée dans tout est inférieur à 10 et que l'adresse, bien sûr le contrat ou le solde de ce contrat-là est supérieur ou égal à 10, veuillez transférer par exemple D-Way à ce compte-là. Donc Solidity nous donne le pouvoir d'agir et de vérifier, de lire des informations liées au compte, à savoir dans ce cas le solde de chaque compte. Donc je peux connaître quel est le solde de chaque compte. Donc un troisième concept qui est très important, c'est les structures de stockage de données en Ethereum. Normalement, on utilise des data structures qui sont classiques. On a la structure, donc struct, c'est comme pour les projets POO. Donc on peut indiquer un struct en utilisant le mot-clé struct suivi du nom de la structure. Et on peut indiquer un certain nombre bien sûr, de paramètres ou plutôt de variables au sein de ce struct-là. Ce qui est intéressant dans les structs, c'est qu'un seul struct peut avoir plusieurs types de variables à l'intérieur. C'est comme une classe, mais on ne peut pas mettre dedans des fonctions, mais on met juste des variables. Ça veut dire qu'on peut représenter une entité sous format de struct et on peut indiquer dedans des variables. Par exemple, on peut définir un étudiant comme étant un structure et on peut définir son nom, son âge, toutes les informations liées. Le deuxième type de stockage, c'est les arrays, c'est-à-dire les tableaux. Donc un tableau peut être dynamique ou d'une taille fixe. Donc voici la déclaration ici. S'il s'agit on peut par exemple on indique déjà le type des variables parce que dans un tableau, on ne peut mettre qu'un seul type de variable suivi de sa longueur. S'il s'agit d'un tableau dynamique, donc on n'indique pas la longueur, on la laisse vide. C'est un tableau comme dans tous les langages. Un troisième concept qui est les maps, c'est une structure de données qui est classique. C'est en quelque sorte une table à deux colonnes. La première colonne, c'est l'index, donc on peut indexer des valeurs, et la deuxième ligne, et la deuxième colonne, c'est des valeurs. Donc qu'est-ce qu'on fait? On a en quelque sorte une grande table dans laquelle on a à chaque index une valeur associée. Donc une map, c'est en quelque sorte une liaison entre un ensemble d'index et un ensemble de valeurs. Ce qui est intéressant, c'est que les index sont uniques. Donc on ne peut pas avoir un index qui se répète. Donc à chaque index, on a une seule valeur unique et qui est correspondante. Revenons au concept qu'on a dépassé, c'est que ces mécanismes-là de vérification de conditions, donc ici on a require, on va commencer avec require. Require c'est quoi? C'est en quelque sorte une fonction qui nécessite que bien sûr une instruction soit remplie, une condition soit remplie, sinon elle va lancer en quelque sorte une exception, il va arrêter l'exécution de cette fonction-là du code en entier. Donc, c'est en quelque sorte une condition nécessaire à remplir. Donc, on utilise bien sûr require, le mot-clé require, et dedans, on va mettre la condition qu'on veut. Dans ce cas, par exemple, les valeurs qui sont envoyées vers ce contrat-là en appelant cette fonction deposit doivent être supérieures à 3 Ethers. Sinon, on a une exception, bien sûr, avec un message qui indique que l'exécution n'a pas eu lieu. D'une façon similaire, bon, déjà, cette ligne-là, avec la ligne qui vient après, c'est des lignes équivalentes, donc on peut faire, bien sûr, la vérification de la condition d'une de ces deux façons-là, donc soit on utilise require, soit on va utiliser if, bien sûr, c'est vérification de condition, donc si message value est inférieur, donc si la condition n'est pas remplie, veuillez lancer une exception. Pour lancer une exception, on utilise revert. C'est une fonction spéciale qui va stopper l'exécution du smart contract et lancer une exception. Donc ça, c'est les deux mécanismes qu'on utilise généralement. Il y en a d'autres, mais ça, c'est les mécanismes les plus populaires pour, bien sûr, gérer les conditions au sein d'un smart contract pour dire veuillez, par exemple, ne pas passer à l'instruction suivante si et seulement si la condition demandée est déjà remplie. Sinon, veuillez arrêter l'exécution
de l'ensemble du smart contract. Donc toutes les modifications qui ont été faites auparavant ne sont plus prises en compte et donc toute l'exécution sera remise à zéro. Le concept qui est très important, c'est l'héritage. J'ai dit à plusieurs fois que les contrats en Solidity ressemblent à des classes en PO, en programmation orientée objet, et par conséquent, on peut avoir du héritage. Donc, on peut définir une classe mère, dans ce cas, par exemple, un contrat pair, dans ce cas. Donc, on aura contrat school, donc école, et bien sûr, on peut définir dedans n'importe quelle variable state, et aussi n'importe quelle fonction. Donc, et par la suite, dans le contrat fils, donc on va définir le contrat fils, mais on va indiquer que ça hérite du contrat précédent en utilisant le mot-clé is. Ça veut dire ce contrat is school, ça veut dire il hérite du contrat pair, et donc par conséquent, on peut prendre ces variables-là, agir dessus. Donc par exemple, dans ce cas, je peux définir un constructeur qui va définir des variables qui ne sont pas définies au sein du contrat IMPT, mais plutôt dans le contrat pair, parce que comme j'ai dit, c'est de l'héritage, et par conséquent, ce contrat-là hérite de toutes les variables et fonctions qui sont déclarées dans le contrat qui est pair. Et donc, par exemple, je peux définir mon constructeur, initialiser les variables liées bien sûr à ce contrat IMPT, dire que par exemple c'est une école qui a un nom IMPT, adresse, iframe, etc. Donc c'est juste pour dire que on peut aussi avoir de l'héritage, donc des contrats peuvent bien sûr hériter d'autres contrats, donc ça ressemble à du PEO. Et donc ce mécanisme-là peut nous servir bien sûr dans le cas des smart contracts qui sont un peu complexes, qui représentent des schémas où on aura besoin nécessairement de l'héritage pour éviter la duplication du code, etc. Si on a par exemple un ensemble de contrats qui partagent beaucoup d'informations en commun, donc il vaut mieux d'avoir ce design pattern avec un contrat pair, avec des contrats bien sûr enfants qui vont hériter du contrat pair pour bien sûr pour avoir les mêmes informations. Aussi, d'une façon intéressante, on l'a annoncé tout à l'heure, le contrat en Solidity peut reconnaître le temps. Donc, en quelque sorte, il peut lire le temps actuel, le timestamp actuel. Et donc, on peut utiliser pour ça le mot-clé now. Donc, dans ce cas, par exemple, on peut définir une variable qui s'appelle last updated, et dans laquelle on va, à chaque fois si on appelle cette fonction timestamp, update timestamp, il va, bien sûr, cette fonction-là va prendre le temps courant et le mettre dans cette variable-là. Donc, now, c'est un mot-clé qui retourne, en quelque sorte, qui nous donne une idée sur la valeur du timestamp courant. Et bien sûr, si on connaît la valeur du timestamp courant, on peut bien sûr faire de la manipulation sur ce temps-là. Bien sûr, on peut définir des intervalles. Par exemple, dire si on peut mettre en place une action d'ici, par exemple, 5 minutes, après le temps, par exemple, de déploiement. Donc, l'idée, c'est qu'on peut lire le temps courant et aussi définir des intervalles temporels. Par exemple, ici, dans cette deuxième fonction-là, on a now. Ici, c'est pour vérifier est-ce que 5 minutes se sont écoulées ou non. Donc, on va faire une comparaison entre le temps courant, bien sûr, la dernière valeur qui a représenté la dernière mise à jour du temps, et on va bien sûr faire une comparaison, est-ce qu'il y a une différence de 5 minutes ou non. Solidity il peut reconnaître les minutes, bien sûr les heures, les jours, donc on peut définir des intervalles temporels en utilisant des variables avec leur nom. C'est 5 minutes, donc il comprend que c'est vraiment 5 minutes. Donc l'idée c'est qu'on peut comparer des dates entre elles, bien sûr, avec des intervalles. Dire que je peux, par exemple, définir une variable lors de déploiement de mon smart contract, lire le now à ce moment-là de déploiement, mettre cette valeur par exemple, dans une state, dans une variable, et par exemple dire si après 10 jours de déploiement de ce smart contract, tu peux par exemple faire action A, B, C, D, si un utilisateur, par exemple, interagit avec le contrat. L'idée, c'est que
on peut vraiment compter le temps à partir de certaines dates qui ont été définies, bien sûr, via le mot-clé, comme j'ai dit, now. Donc, on peut, en quelque sorte, avoir des snapshots de temps. On peut garder des dates spécifiques, des timestamps plutôt spécifiques, et on peut aussi calculer la différence qui va s'écouler. Je veux définir des jours, des heures, des minutes, bien sûr, pour faire une comparaison. Un concept qui est très important, ça ressemble à l'héritage, c'est le fait que un contrat peut instancier, en quelque sorte, appeler un autre contrat existant. Et donc, on peut avoir, par exemple, dans ce cas, un premier contrat avec ses propres variables, avec ses propres states, et un deuxième contrat qui va l'appeler. Donc, pour instancier, ou plutôt pour faire appel à un contrat existant, donc on va utiliser le mot-clé new. On va utiliser le type de ce contrat, bien sûr, le type c'est son nom, le nom du contrat, suivez le nom de cette instance, c'est en quelque sorte une instance, dans ce cas C, et bien sûr on va utiliser new avec bien sûr le type, on va faire en quelque sorte la déclaration de cette variable de type curly dans ce cas, le premier contrat, et donc on aura une instance de ce contrat-là qu'on peut utiliser par exemple pour accéder, pour lire les variables, les states du contrat. Bien sûr, dans ce cas, on peut les lire parce que déjà, c'est public. Et normalement, on peut facilement, dans un deuxième contrat, lire les variables du premier contrat. Et donc, si vous remarquez ici, on a public data. Donc, dans ce cas, on a en quelque sorte une fonction de la même nom, data, parce que je ne l'ai pas mentionné dans la séance précédente, c'est que si on a une fonction, si on a plutôt une variable de type data, automatiquement Solidity va nous générer un getter, une fonction qui peut lire la valeur de cette variable-là. Dans ce cas, par exemple, c'est data entre parenthèses. Donc l'idée, c'est qu'on peut accéder aux variables d'un autre contrat. L'idée, c'est que je veux dire qu'on peut aussi avoir, en plus que l'héritage, l'interaction entre contrats. Donc on peut pas, si on a un service qui est en quelque sorte complexe, le décomposer en plusieurs contrats. Et les contrats, bien sûr, peuvent communiquer entre eux, bien sûr, mettre à jour les variables, appeler les fonctions l'un des autres. Et donc, ça va nous faciliter aussi comment peut-on le design du service. Donc, j'ai voulu en quelque sorte vous introduire ces concepts. Bien sûr, l'introduction, c'est juste une introduction très superficielle. Normalement, il y a la documentation qui contient plusieurs informations. Et aussi, on n'a pas beaucoup de temps pour vraiment voir des exemples plus profonds pour tester. Mais là, je suis en train juste de passer rapidement sur les concepts qui pourront peut-être, si vous êtes en train de travailler sur un projet blockchain, de vous aider. Donc, rappelez-vous c'est comme le POO. Dès qu'on est en train de parler Solidity, on est en train de parler d'un langage qui ressemble au POO classique avec toutes les fonctionnalités presque du POO. Par exemple, on a vu l'appel entre classes, dans ce cas l'appel entre contrats, on a vu aussi l'héritage. Un autre point qui est très important, c'est, on l'a vu déjà lorsqu'on a déployé le contrat vers le testnet, c'est qu'on a payé des Ethers, bien sûr c'était des Ethers sans valeur, mais en Ethereum, c'est que toutes les transactions, toutes les opérations qui vont changer des valeurs, soit déployer un smart contract dans le réseau Ethereum, soit changer les valeurs d'un contrat, donc on doit payer des frais. Et les frais, la valeur des frais, ou plutôt le montant qu'on doit payer, est calculé d'un mécanisme très simple, c'est ce qu'on appelle le gas system. Normalement, en Ethereum, les fonctions, ou normalement toutes les opérations au sein d'un smart contract, sont transformées en ce qu'on appelle des opcodes, dans un bytecode. Et ce opcode-là, c'est un ensemble d'instructions bas niveau de machine, mais chaque opcode coûte un certain nombre de gaz. Un gaz, c'est juste une unité de mesure pour mesurer le coût. Normalement, on paye en Ether, non pas en gaz. Mais le gaz, c'est juste une unité, donc il va nous calculer en quelque sorte le montant qu'on doit, la valeur qu'on doit payer, mais juste par cette unité universelle qui s'appelle gaz. Et par la suite, chaque gaz, on peut définir le coût d'un seul gaz.
pour bien sûr soit privilégier notre transaction pour qu'elle passe rapidement, soit définir à une valeur qui est standard et attendre que la transaction soit validée. Donc l'idée c'est que à un contrat, ou si soit on veut déployer un contrat, on doit payer. Si on doit appeler une fonction qui modifie les states, donc on doit payer. Et le coût du paiement, donc ça veut dire les frais qu'on doit payer, sont calculés en gaz. Le gaz, c'est une unité qui reflète l'ensemble de calculs qui est nécessaire pour exécuter ce call-là, cet appel-là. Et normalement, en calculant le nombre des gaz, le nombre des gaz est calculé normalement par les compilateurs. Une fois on indique le nombre des gaz nécessaires pour, bien sûr, réaliser l'opération, on définit un prix de gaz, donc le coût qu'on est prêt à payer pour cette transaction-là, qu'elle soit validée, et en attendant que le validateur accepte notre transaction et bien sûr prendre le paiement pour exécuter notre transaction. Si le paiement, le coût du gaz qu'on propose, c'est un coût qui est élevé, donc la transaction va passer rapidement. Si le coût du gaz qu'on propose est le standard ou il est bas, donc on doit attendre qu'un validateur ait le courage, bien sûr, et la volonté d'accepter notre transaction. Donc normalement, il y a en quelque sorte un prix sur des plateformes. Par exemple, il y a différentes plateformes qui définissent le cours du gaz actuel. Bien sûr, ici on utilise Gwei. Gwei c'est ou Gwei, donc c'est en quelque sorte une valeur, une unité dans le système Ether. Donc là, dans ce schéma-là, dans ce tableau-là, on a les unités qui sont dans le système Ether. Donc bien sûr, Ethereum, c'est le projet. Ether, c'est l'unité, c'est l'argent qu'on utilise dans le système Ethereum. Un Ether, donc c'est 10 à la puissance, je crois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18. Donc c'est 10 à la puissance 18 Wei. Donc la petite unité dans le système Ether, c'est Wei. C'est comme le centime. Un Ether, c'est 10 à la puissance 18 Wei. Et un Gwei, je crois que c'est 10 à la puissance 9. Donc c'est en quelque sorte quelque chose d'intermédiaire. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le cas de Solidity, si on n'indique pas l'unité, par défaut, il va prendre la petite unité, ce qui est le Wei. Et bien sûr, un Ether, c'est une unité énorme. Déjà, en cours, actuellement, le Ether, c'est plus que 1000 dollars quelques. Donc, il vaut mieux. Bien sûr, c'est logique d'utiliser des petites unités que d'utiliser de grandes unités. Et normalement, si j'indique un montant total dans ma transaction qui ne couvre pas le coût nécessaire pour l'exécution de ma transaction, si j'appelle par exemple une fonction et je ne paye pas le montant qui est nécessaire pour que cette fonction s'exécute, j'aurai une exception out of gas, I'm running out of gas, c'est-à-dire je n'ai pas payé le nécessaire et donc la transaction que j'ai envoyée pour exécuter cette fonction-là ne sera pas procédée, ne sera pas exécutée par le réseau parce que je n'ai pas payé les frais nécessaires, bien sûr, pour son exécution. Et normalement, ce système-là est géré automatiquement comme j'ai dit tout à l'heure, par MetaMask, par d'autres wallets. Donc, ils font automatiquement le calcul et il va définir ces valeurs-là. Mais il vaut mieux qu'un développeur, au moins, connaisse ces systèmes-là parce que il peut avoir ce type d'exception et donc il doit connaître que, par exemple, il n'a pas défini, il peut, par exemple, augmenter le paiement ou les frais qui sont proposés pour que sa transaction soit validée. Donc là, on arrive à la deuxième partie de cette séance, c'est de découvrir les dApps. Jusqu'alors, donc on a vu juste des concepts avancés de Solidity. Bien sûr, rapidement, on a juste vu quelques notions qui sont très très superficielles. Au moment où je vais partager avec vous le smart contract qui contient tout le code qu'on vient de voir, le code par exemple des constructeurs, des variables, des structs, de tous les concepts qu'on vient de voir, mais j'ai essayé de faire rapidement juste via les slides pour vous introduire les concepts que vous pouvez bien sûr raffiner par la suite via la documentation officielle. Mais là on arrive au concept qui est très important, c'est les Decentralized apps, c'est-à-dire les dApps.
Et donc, c'est un concept très intéressant du fait qu'on est en train de parler d'un nouveau paradigme pour les applications. Ce n'est pas comme les applications classiques, 2 tiers, 3 tiers, mais qui sont toujours centralisées, client-serveur. Là, on est en train de parler d'une application qu'on peut bâtir sur un réseau distribué qui fait appel à ce smart contract qu'on peut déployer. Donc, l'idée, c'est que une DApp, donc déjà, on aura un utilisateur qui va l'utiliser, bien sûr. On aura en quelque sorte un front-end à la classique, des pages web, mais un back-end qui se base sur de nouvelles technologies, bien sûr, à savoir l'Ethereum, le réseau blockchain qui est public avec des machines virtuelles, et donc il va faire appel plutôt à des smart contracts. Donc c'est un utilisateur qui va utiliser une front-end, mais cette front-end-là va ne pas faire appel à un serveur avec une base de données à la classique, mais plutôt va communiquer avec un smart contract qui est déployé, comme j'ai dit, d'une façon décentralisée sur un réseau blockchain, dans ce cas Ethereum. Ici, bien sûr, c'est un schéma qui illustre en quelque sorte un exemple. Donc, on peut définir par exemple un smart contract qui gère une enchère. Donc, on peut définir une application qui fait une enchère, comme les enchères par exemple sur les sites e-commerce, eBay ou autres. Donc, au lieu d'avoir un site web qui va gérer les enchères, on peut plutôt définir un smart contract, une DApps, parce que là, une enchère, on a nécessairement une gestion de monnaie, et donc, on peut définir un smart contract qui va collecter les dépôts, les comparer, par exemple, utiliser un timer en utilisant la fonctionnalité de gestion du temps, bien sûr, et donc décider, par exemple, à la fin qui a gagné l'enchère. Par exemple, on peut définir une enchère d'une journée, avec, par exemple, on peut définir now au début, et après, on va définir plus 24 heures. Donc, on va accepter les offres juste dans cet intervalle temporel-là. Et à la fin, après now plus, par exemple, 24 heures, on va comparer les dépôts qui ont été faits, par exemple, dans une map et sélecter, par exemple, la valeur maximale. Et donc, celui qui a déposé la valeur maximale sera le gagnant de cette enchère. Donc, comment on va le faire? Normalement, on peut définir une application web, on le verra dans un instant, qui peut communiquer avec ce smart contract, dans lequel on va mettre en place toute cette fonction, bien sûr, des variables avec les fonctions. Dans ce cas, par exemple, les offres, la retraite des fonds, bien sûr, on peut annuler, etc., etc. Et donc, on peut déployer ce smart contract dans le blockchain, définir un formulaire, par exemple, web, et à travers ce formulaire web, bien sûr, on peut communiquer avec le smart contract, et bien sûr, on aura dans ce cas une apps. Et ce qui est important dans ces apps-là, sont décentralisées, donc personne ne peut les arrêter, personne ne peut, par exemple, agir sur les résultats. Et plus que ça, c'est un système qui est transparent, donc tout le monde peut voir d'une façon claire et nette qui a fait les offres, qui a gagné. Donc on peut être sûr que personne n'a triché dans cette enchère. Donc ça, c'est un exemple. Un exemple qui nous introduit au Web 3. Le Web 3, c'est quoi? C'est un nouveau concept qui essaie de porter l'ensemble des services existants dans le web classique vers un monde qui est décentralisé. Par exemple, on peut avoir un YouTube décentralisé, un Twitter décentralisé, etc. L'idée, c'est qu'au lieu d'avoir un service provider qui offre le service, on peut avoir plutôt un service collectif basé sur une blockchain distribuée qui offre ce service. Et bien sûr, qui ne peut pas censurer les utilisateurs, supprimer le contenu. C'est en quelque sorte des services qui offrent un maximum de liberté. Donc généralement, comme j'ai dit tout à l'heure, on a une interface web qui communique avec une blockchain. Bien sûr, dans le cas d'Ethereum, on utilise plusieurs librairies JavaScript. Donc, la plus fameuse, c'est le Web3.js. C'est une librairie qui permet de faire des appels à des nœuds Ethereum, des appels RPC, et donc on peut communiquer avec une blockchain. On verra dans un instant un exemple. Donc l'idée, c'est qu'on peut bâtir une application accessible via juste un browser à la classique. Donc ça ne nécessite pas bien sûr des outils complexes, mais on essaie vraiment de porter
la blockchain vers les outils classiques que tout le monde utilise, à savoir le mobile, les browsers, etc., etc.